bien, il est 14 h, donc nous allons pouvoir débuter ce webinaire. Merci à ceux qui nous ont rejoints pour cet après-midi. Donc, en intervenant, nous aurons 3 intervenants. Donc déjà, je me présente, Yann Fodrop, c'est animateur de la filière à l'Infib. Donc, j'ai la mission cet après-midi d'animer ce webinaire. Et comme intervenant, donc nous aurons 2 intervenants. Cynthia Torresias, donc ingénieur régional en Normandie, et Benoît Normand, ingénieur régional Hauts-de-France et ingénieur protection du lin. Le programme pour cet après-midi est articulé en 3 parties. Une première partie où on parlera de gestion des altises, donc avec une intervention de Benoît, donc intervention d'1 quart d'heure, qui sera ensuite relayée avec une phase de questions et de réponses aux questions. Une deuxième partie, Cynthia interviendra pour vous présenter les résultats en termes de gestion des adventices, avec là aussi une réponse aux questions. Et en dernière partie, Benoît Normand qui reprendra la parole pour la dernière phase de ce webinaire sur la gestion de l'oïdium, et donc une dernière intervention à ce niveau-là. Quelques informations pratiques. On est obligé, le contexte sanitaire oblige de mettre en œuvre un système par webinaire plutôt qu'une réunion présentielle comme on a l'habitude de le faire à cette époque-là de l'année. On souhaite quand même pouvoir interagir avec vous. On a plusieurs centaines de personnes. Il y a 400 inscrits qui sont inscrits à ce webinaire. Et donc, on n'est pas en mesure de pouvoir proposer un système avec les caméras. Donc, pour interagir avec nous, vous serez obligé de passer par le système de chat que vous avez sur votre navigateur avec les points d'interrogation. Vous cliquez dessus. Vous avez un onglet « Mes questions », vous pouvez poser vos questions, on tâchera d'y répondre en direct éventuellement via le chat ou après avec les phases de réponse aux questions à l'oral à la fin de chacune des interventions. Je vous incite à indiquer vos noms et votre département, c'est plus convivial et ça nous facilite les choses pour interagir avec vous. Toujours concernant les informations pratiques, voilà, une enquête de satisfaction vous sera proposée donc via un lien qui sera disponible sur le chat sur lequel vous aurez juste à cliquer et après à remplir pour nous donner votre avis sur ce format et sur ces interventions qui sont ouais, un peu une nouveauté. On ne diffusera pas les PDF des interventions pendant à la fin de cette session. En revanche, vous pourrez télécharger et regarder en replay sur notre chaîne Arvalis YouTube le replay du webinaire qui a été organisé. Et donc, pour commencer à vous familiariser avec le système de chat de l'outil, on vous propose un petit jeu concours. Alors bon, je le dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais vous pouvez quand même participer. Donc ce jeu concours qui, avec une question, quelle nuisibilité liée à l'oïdium en 2020 dans la synthèse de nos essais? Donc on a une année un peu particulière. Est-ce qu'on a vraiment eu de l'oïdium ou pas? Et quelle a été la nuisibilité en quintaux par hectare de l'intayé? Donc vous aurez la réponse dans les interventions de Benoît en cours de topo. Mais donc je vous incite à directement aller poser vos réponses à cette question sur le chat. Sans plus attendre, je veux laisser la parole directement à Benoît, Benoît Normand, donc qui va vous intervenir pour vous parler de la gestion des altises. Oui, merci Yann. Donc effectivement, nous allons débuter cet après-midi autour d'un premier sujet qui est la gestion des altises. Donc on a cette année encore connu des situations assez compliquées du fait des levées assez lentes et très échelonnées en cours de culture.
Donc les altises sont à surveiller dès le tout début du cycle, c'est-à-dire dès la germination des graines. C'est en effet à ce stade que les dégâts peuvent être les plus préjudiciables, puisque cela peut engendrer des pertes de peuplement et donc impacter fortement le rendement. Et on surveillera jusqu'au stade 3-5 cm, qui est le stade où de sensibilité dépassée. Donc le premier levier de lutte contre les altises, c'est l'agronomie. Pourquoi l'agronomie? Ça commence par bien détruire les résidus de culture, donc ou d'interculture, qui peuvent être source de développement de larves d'altise. Ensuite, il faut tout mettre en œuvre pour avoir une levée qui soit la plus rapide et la plus homogène possible. Donc ça passe par des préparations de sol homogènes et non moteuses. On sait que les altises, les larves d'altise se conservent dans le sol, et dès que les préparations sont un petit peu trop moteuses, elles vont profiter de ces mottes pour rester cachées sous celle-ci. Donc semer dans un sol réchauffé et bien ressuyé, donc avec une bonne structure, c'est ce qui va favoriser une croissance la plus rapide possible. Donc en effet, comme on peut le voir sur ce graphique, donc ici vous avez l'influence de la date de semis sur les niveaux d'attaque. Donc vous avez ici en abscisse le nombre de jours qu'il a fallu à la culture pour lever en relation avec le pourcentage de plantes attaquées. Donc, ce sont des données qui sont issues du BSV Hauts-de-France Normandie sur plusieurs années. Et donc, on voit assez nettement, très clairement, que plus la culture met de temps à lever, plus le pourcentage de plantes attaquées est élevé. Donc, et si on regarde du coup maintenant ici l'influence de la date de semis sur les niveaux d'attaque, donc en fait l'influence sur ce graphique, c'est le nombre de jours pour lever en fonction de la date de semis. Donc on voit assez logiquement, quelque part, que plus on va avancer dans la période de semis, donc plus on va se rapprocher du mois d'avril et plus on va avancer dans le temps, plus les conditions sont propices à un réchauffement rapide des sols, et donc moins la culture mettra de temps à lever. Donc attention, hein, cela ne signifie pas qu'il faut automatiquement tout décaler les semis au 20 avril, hein, mais simplement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est vraiment nécessaire d'attendre des conditions optimales de semis, donc qui favoriseront une levée rapide et homogène. Et ces conditions, c'est un sol suffisamment ressuyé, donc sur une trentaine de centimètres à hauteur de fer de bêche, et d'avoir un sol suffisamment réchauffé. Et comme on le voit, plus on avance dans le temps, plus on peut avoir ces conditions. Mais ce sont vraiment les conditions de semis, les conditions d'implantation qui vont jouer sur la durée de levée de la culture. Donc, dans l'esprit justement d'essayer d'optimiser la levée, la vigueur, on va dire, du lin au démarrage, on a étudié l'effet que pouvait avoir l'apport de phosphore au semis. Donc, depuis quelques années, je vous ai mis juste ici l'exemple de l'essai qu'on a conduit l'année dernière en 2019. Donc, on avait réalisé sur cet essai une courbe de réponse au phosphore, donc apportée avec un engrais type DAP 1846 au moment du semis. Et on voyait sur cet essai une réponse assez forte à la dose de phosphore qui était apportée. La dose optimale a posteriori qui avait été calculée était la dose de 40 unités de phosphore, donc ça se situait entre cette parcelle ici où les vigueurs des différentes plantes sont illustrées sur les photos. Donc la dose optimale qui était calculée a posteriori était fixée à 40 unités, qui était le bon compromis entre assurer une meilleure vigueur de la culture et le risque vert que pouvait engendrer une dose plus importante de phosphore, de DAP apportée au moment du semis. Donc attention, sur les notations, on ne voyait pas de différence sur la population d'altise, ni en termes de morsure. En fait, ce qu'on voyait comme le phosphore ne va pas faire disparaître les altises de la parcelle. Par contre, ça va permettre d'avoir un gain de vigueur
de la culture et du coup d'arriver au stade de sensibilité le plus rapidement. En tout cas, c'était vrai sur cet essai, puisqu'on a refait le même type d'expérimentation en 2020. Donc, c'est 2 essais qui étaient conduits cette année, un dans l'Eure sur la commune de Bray et un à Villers-Saint-Christophe dans l'Aisne. Donc, sur la commune de Bray, on avait plusieurs types de modalités, toujours sous forme de courbe de réponse, mais avec 2 types d'engrais différents. Donc, le TSP, c'est du Super 45 et le DAP, c'est le 1846. À Villers-Saint-Christophe, nous avions que les modalités avec le DAP, 1846 pardon, et une modalité Super 45 à la même dose. On avait fixé la dose donc à 40 unités de phosphore apporté. Mais au vu des conditions de levée cette année qui étaient très sèches, pour ceux qui étaient présents ce matin dans le webinaire sur le bilan de campagne, on a pu aborder ce sujet un peu plus longuement, mais on voit qu'en 2020, l'effet du DAP, l'apport de DAP n'a pas permis d'améliorer la vitesse de croissance du lin au démarrage et donc de ne pas pallier au risque altise. En termes de lutte directe, on vous a remis ici donc un tableau qui présente les différentes solutions qui sont aujourd'hui homologuées sur la culture du lin. Donc des solutions principalement à base de pyrèthre, hein, donc ici avec la cypermétrine, deltamétrine et la lambda-cyhalotrine qui est la spécialité, on va dire, de référence aujourd'hui. On notera que la bêta-cyflutrine, donc qui faisait partie de la composition du CAT, sera retirée en 2020. Donc tous les produits à base de cette matière active seront retirés courant de l'année 2021. Et nous avons d'autres spécialités type très bon qui ont été ouverts sur la culture du lin l'année dernière, donc avec l'étoffinprox, qui est un mode d'action similaire, on va dire, au pyrèthre, et d'autres spécialités, des organophosphorés avec le phosmet contenu dans le boravi, ou encore le tofluvalinate du Maverick Flow. Donc toutes ces spécialités, ce sont des spécialités de contact, à action de contact, donc qui nécessitent des conditions d'application assez strictes, entre guillemets, pour maximiser l'efficacité. Donc c'est des choses qu'on vous remontre un petit peu tous les ans, mais nécessaire de le rappeler tous les ans, puisqu'on peut dans certaines situations observer des manques d'efficacité, des pertes d'efficacité de certains produits, mais qui sont bien souvent liés aux conditions d'application. Donc pour ce genre de produit, le premier paramètre qui est important de prendre en compte, c'est la présence des actises sur la parcelle. La présence des actises est conditionnée aux températures, donc il faut l'actise se développe dans la parcelle à partir des températures autour de 15 degrés et à l'heure de fort rayonnement. Donc ça veut dire qu'on les observera très souvent en cours de journée, plutôt sur le midi et plutôt en cours d'après-midi, très rarement le matin ou encore moins la nuit. Donc ça veut dire que pour maximiser l'efficacité de ces insecticides de contact, il faut intervenir courant de la journée. Néanmoins, il faut faire attention aux conditions d'hygrométrie, puisque le risque avec ces produits, c'est d'avoir beaucoup de volatilisation. Donc la volatilisation en plein midi, souvent le taux d'hygrométrie est assez faible, hein, autour de 50%, voire moins. Donc la période la plus propice pour traiter, c'est plutôt sur le soir, là où on a une bonne hygrométrie, autour de 75% d'hygrométrie, et la présence d'actise. Donc tout ça conditionné avec les conditions climatiques. Donc pour aider les producteurs dans leurs décisions pour intervenir ou non lorsqu'il y a des actises dans la parcelle, nous avions élaboré il y a déjà maintenant quelques années cette grille de décision, hein, qui prend en compte le niveau d'attaque, donc en termes de dégâts, et le niveau de population présente dans les actises, la météo et le stade de culture. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure,
Le stade le plus sensible, c'est lors de la levée du lin, donc lorsque les graines sont en train de germer, puisque une forte attaque d'altise à ce stade peut engendrer une perte de peuplement et donc directement une perte de rendement. Sur des stades plus tardifs, on a plutôt des pertes de surface de feuilles, et donc qui vont engendrer des potentielles pertes de rendement. Donc, quelques résultats d'essai de l'année 2020, donc avec quelques illustrations pour vous montrer les conditions climatiques qui étaient assez difficiles au moment de la levée. Donc, des conditions très sèches. Pardon. Donc, qui a rendu les comptages dans ces parcelles relativement difficiles. En tout cas difficile à interpréter dans le sens où il était difficile d'attribuer les pertes de peuplement que l'on pouvait observer aux altises, ou est-ce que c'était lié aux conditions climatiques qui ont empêché les lins de lever correctement. Donc de ce fait, on a opté pour réaliser une note de vigueur dans les deux essais qu'on avait pu mettre en place. Donc il y avait un essai qui était mis en place dans l'Eure, donc sur la commune de Le Fouesnard, et un essai qui était mis en place dans l'Aisne sur la commune de Villars-Saint-Christophe. Et donc la note de vigueur, c'est une note que l'on met de 0 à 10 et que l'on attribue en fonction des dégâts observés sur les plantes. C'est-à-dire que plus la note est élevée, moins il y avait de morsures sur les plantes, et plus on avait des plantes vigoureuses. Donc, différentes stratégies ont été testées cette année, faisant suite aux études de ces dernières années. Donc, que l'on compare toujours à un témoin non traité. Donc plusieurs des stratégies assez classiques, hein, avec une base Caratéséon, donc la lambda cyalotrine, qui est aujourd'hui le produit de référence pour lutter contre les altises. Que on a associé parfois des produits de biocontrôle, ou parfois on a utilisé des produits de biocontrôle seuls. Donc ici, vous avez je vous les ai mis ici en orange, hein, donc ils sont encodés puisqu'ils n'ont pas encore d'homologation, hein. Donc le I1817 ou le I2005, donc ils sont des produits qui ont été testés dans ces essais. Donc on a mis également le Trébon qui a été ouvert l'année dernière sur la culture du lin en guise de référence en un seul passage. Donc le T1 correspond à des passages précoces et le T2 venait en relais selon la population d'altise observée dans les parcelles. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une très bonne efficacité en tout cas efficacité. On avait une meilleure vigueur des plantes dans les parcelles qui avaient reçu 2 applications de Caratéséon et dans les parcelles qui avaient reçu une application de Trébon. Mais on retiendra également le bon comportement des différentes modalités associées ou non, d'ailleurs en solo ici, de certains produits de biocontrôle qui ont une efficacité similaire, enfin une efficacité, je parle en efficacité, mais c'est plutôt qu'ils ont une vigueur visuelle similaire à certaines références actuellement utilisées. Donc, ce qu'on retient, c'est que toutes les modalités ici, comparées aux témoins non traités, ont permis un gain de vigueur, donc moins de morsures sur les différentes plantes. Donc, des produits de biocontrôle qui sont intéressants, mais qui méritent encore de continuer à être évalués, puisqu'on restera prudent dans l'interprétation, hein, de ces essais cette année, puisqu'il n'y a pas de réelle comparaison purement scientifique, si j'ose dire, que l'on est sur de l'appréciation visuelle des parcelles, qui peut être assez subjectif, mais en tout cas, les tendances sont là et paraissent somme toute assez logiques par rapport à ce qu'on peut observer en plaine.
Donc, en guise de conclusion sur ce sujet, c'est le premier levier à retenir. On l'avait déjà, pour ceux qui étaient présents ce matin, évoqué ce matin, mais c'est vraiment favoriser une levée rapide homogène. Donc, c'est semer dans des sols bien réchauffés, ressuyer sur au moins 30 cm, avoir une bonne structure de sol, pas avoir des structures trop moteuses en surface pour éviter tout abri de l'insecte. Surveiller ces parcelles toutes les 24 à 48 heures, et ce, dès la germination des plantes. C'est très important de surveiller dès le départ et de ne pas attendre que le lin soit à 2-3 cm. Et on intervient si nécessaire, donc selon les conditions qui sont décrites dans la grille de risque, donc que l'on définit selon si le risque est faible. Donc là, pour le coup, on n'intervient pas, mais il est toujours nécessaire de réévaluer le risque jusqu'à temps d'atteindre le stade 3 à 5 cm. En cas de risque moyen, on conseille d'opter pour une solution light, si j'ose dire, à base de lambda-cyalotrine, donc le type Caratéséon par exemple. Et en cas de risque très élevé, plusieurs choix, j'ai envie de dire, sont possibles. Donc on l'a vu, le très bon qui a une efficacité, on l'avait prouvé les années antérieures, et on le revoit cette année, c'est la parcelle qui présentait les meilleurs les meilleures vigueurs à la dose de 0,2 litres hectare dès les premières attaques. C'est vraiment en cas de pression élevée et précoce. Donc le très bon, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois, on a le droit qu'à une seule application par an. Ensuite, le Caratéséon, en première application pour l'action choc, et que peut avoir cette spécialité dès les premières attaques, puis on peut relayer si nécessaire avec un produit type Boravi, donc le Fosmet, qui lui va apporter plus de persistance dans la durée d'action. Et enfin, on l'a vu dans la diapo précédente, une double application de Caratéséon peut pallier à la pression active dans les parcelles. Donc voilà pour des résultats assez brefs sur cette thématique en 2020. Merci Benoît. Donc pour cette intervention, donc Cynthia, c'est à toi. Ça marche, merci Yann. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, on vous propose de continuer ce point par une présentation des actualités concernant donc la protection du lin contre les mauvaises herbes, les adventices. Et donc pour débuter, on vous propose de refaire un point par rapport aux situations de désherbage qui ont pu être constatées cette année dans les plaines, en lien effectivement avec les conditions météo qu'on a pu avoir. Donc c'est simplement pouvoir vous représenter donc par différents produits qui ont pu être utilisés en cours de campagne. Quelles sont leurs matières actives, quelle est la dose maximale autorisée d'un point de vue réglementaire, et puis donc bien sûr revenir sur leur mode d'action et leur spectre d'efficacité. Donc on a ciblé sur quelques adventices, et donc notamment le dicotylédone, que sont le kénopode, les repousses de colza, la renouée liseron et la renouée des oiseaux. Donc effectivement, simplement revenir sur les échecs de désherbage qui ont pu être observés avec les interventions qui ont été positionnées en prélevé. Donc, revenir sur le fait que ce sont des produits, que ce soit à base de mésotrione ou de sulcotrione, qui vont pénétrer par les organes de façon souterraine, principalement, et donc qui vont avoir besoin d'eau pour que la matière active puisse arriver jusqu'aux racines des adventices ciblés. Et comme on l'a vu ce matin lors du bilan de campagne, on a eu une période entre le 15 mars et puis le 15 avril qui a été marquée par une absence d'eau très significative sur l'ensemble du bassin de production, et qui peut expliquer effectivement les échecs de désherbage qui sont liés à ces interventions. Concernant les interventions de post-levée, si on prend l'exemple du shaker, on a pu être cette année aussi dans des situations d'échecs de désherbage en lien avec l'emploi de ces produits. Alors effectivement, là encore, le mode d'action du produit, donc il est en partie racinaire, et surtout il a une action qui est systémique. Et donc effectivement, là encore, le produit a besoin d'eau pour pouvoir, une fois qu'il atteint l'adventice, va pouvoir se diffuser au travers de l'adventice. On a vu que le printemps 2020 avait été marqué par un manque d'eau significatif là également. Et donc, le manque d'eau qu'on a pu observer tout au long de la campagne, depuis le semis jusqu'à la fin de la campagne, ils peuvent expliquer ces situations de désherbage, d'échecs de désherbage.
Peut-être aussi simplement refaire un point par rapport à l'emblème Flow. Donc, depuis la campagne dernière, on communique sur le fait que le produit va bientôt avoir son AMM qui va être retiré. Donc là, on a une date officielle sur laquelle on peut communiquer, donc à savoir que l'AMM du produit sera retiré au 17 mars 2021. Il sera néanmoins possible de pouvoir continuer à utiliser le produit pour la campagne 2021, puisque la date limite d'utilisation des stocks du produit a été fixée au 17 septembre 2021. Donc, on vous propose maintenant de poursuivre ce point d'actualité donc par rapport à avec la présentation d'une nouvelle spécialité. Donc, pour faire un descriptif assez rapide sur cette nouvelle spécialité, donc il s'agit en fait du produit Fox qui est commercialisé par la firme Adama. Donc, ce produit est composé de biphénox et en fait, il vient d'obtenir son homologation sur le lin oléagineux et par voie de conséquence, il va être également disponible pour la culture du lin fibre. Donc, au niveau de sa dose d'homologation, elle sera de 1 litre par hectare et c'est un produit qui va avoir un mode d'action équivalent à des produits type emblème, Flow ou Basagran, puisqu'il va avoir une pénétration foliaire et ce sera un produit de contact. Au niveau du stade du lin, son application, donc elle est plutôt à positionner en poste levé et il sera possible d'intervenir avec ce produit jusqu'au stade BBCH 17 de la culture du lin fibre, ce qui correspond au stade 7 cm. Donc nous, on a évalué en fait ce produit cette année donc dans 2 essais qui ont été conduits dans l'Eure. Donc un essai qui était situé sur la commune d'Écardanville, la campagne, et un autre essai qui était situé sur la commune de Bray. Donc, on a reprécisé via ce graphique les conditions principalement météorologiques qui ont été observées lors de la mise en place de l'essai et lors des interventions qui ont été mises en œuvre dans les différents essais. Donc, à savoir que l'essai de Bray a été semé le 2 avril, celui d'Écardanville a été semé le 4 avril 2020. On a une levée des lins qui est concomitante dans ces 2 essais, qui se situe autour du 11 avril 2020. Et donc, on a testé en fait le produit Fox à 2 stades du lin différents. Donc, il y a eu une première intervention qui a été réalisée au stade 5 cm du lin et une seconde intervention qui a été réalisée au stade 7-8 cm du lin, donc 7 cm sur le site de Bray et puis 8 cm sur le site d'Écardanville-la-Campagne. Donc, quand vous regardez les histogrammes bleus qui représentent donc les cumuls de pluie enregistrés sur la station météo de Bernianville, on voit qu'on a eu des cumuls de pluie qui ont été quand même significatifs après chacune des interventions, donc qui ont permis d'avoir une bonne efficacité du produit. En revanche, ce qu'on peut constater avec ce graphique-là, c'est qu'après la seconde intervention, on a eu effectivement environ 5 à 7 jours après une période qui a été fortement marquée par des amplitudes thermiques assez caractérisées, puisque donc quand on est autour du 10-13 mai, on voit qu'on a une température minimale qui va atteindre les 2-3 degrés Celsius et une température maximale au cours des journées qui va atteindre plutôt les 15-20 degrés. Donc des écarts de température qui vont être autour de 15 degrés Celsius et ce pendant une semaine, environ une semaine après la deuxième intervention qui a été réalisée sur les 2 essais. On a vu que le Fox, c'était un produit qui avait un mode d'action similaire aux produits type emblème Flow ou Basagran. Donc, ce sont des produits qui sont connus pour ne pas trop aimer les amplitudes thermiques qui peuvent générer des phytotoxicités. Et donc, c'est un élément qu'il faut bien avoir en tête quand justement on va passer à la présentation d'après, à la diapo d'après, où justement on vous représente les notes de phytotoxicité qui ont pu être observées dans les essais de Bray et d'Écardanville-la-Campagne. Donc, pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'échelle de notation, donc cette note de phytotoxicité, elle est sur une échelle de 0 à 10. 0, on considère que, les collègues expérimentateurs considèrent qu'il n'y a aucun symptôme visuel suite à l'application du produit. 10, l'application du produit a engendré une perte totale de la culture du lin. Et quand on est sur une note équivalente ou supérieure à 3, eh bien, cela signifie que les collègues expérimentateurs présage que les symptômes qui sont présents visuellement au champ vont induire une perte de rendement sur la culture du lin fibre. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a testé le produit Fox qui est codé ici sous le numéro HL2001 à 3 doses différentes, donc 0,5 litres, 1 litre ou 2 litres. Et surtout, ce qui est très intéressant à voir, donc c'est qu'il a été, on vous a représenté les notes pour l'application du produit à
5 cm et l'application du produit au stade 7-8 cm. Donc, on voit que la première intervention, elle a généré peu de phytotoxicité et que, en tout cas, les collègues ont estimé, de par les notes qu'ils ont mises, que les symptômes visuels sur la plante ne laissaient pas présager de conséquences sur les rendements finaux. En revanche, vous voyez qu'effectivement, quand on est sur la seconde intervention, on a une note de phyto qui est relativement proche de 3 ou qui est supérieure à 3, donc des symptômes qui pouvaient laisser présager d'une perte potentielle de rendement. Et donc, effectivement, on retrouve, voilà, c'est en cohérence avec les conditions météo où on a vu qu'après la deuxième intervention, on avait eu des amplitudes thermiques qui peuvent expliquer, du coup, cette note de phyto observée au champ avec la deuxième application du produit. Si on fait un point maintenant sur du coup, les rendements obtenus, donc vous avez l'histogramme rouge qui représente la perte de rendement par rapport aux témoins non traités de pois de paille, et vous avez l'histogramme bleu qui représente la perte de rendement par rapport aux fibres longues, toujours en comparaison par rapport aux témoins non traités. Et donc effectivement, en cohérence avec les symptômes de phytotoxicité qui ont pu être observés, on voit que l'application du produit à T1 a peu impacté les rendements du lin. Alors, au niveau du pois de paille, aucune conséquence. Au niveau du rendement lintillé, on peut avoir une perte qui peut être comprise entre 5 et puis 20%. En revanche, effectivement, on voit que quand on est sur une application en T2, on a des pertes de rendement qui sont plus importantes. Donc, autour de 20% pour le pois de paille et autour de 40 à 55% pour le rendement en lintillé. Donc là, voilà, il faut quand même rester prudent par rapport à ces résultats-là. Ils sont issus d'une seule année d'expérimentation, qui était la campagne 2020. On a vu que les conditions après T2 ont fortement joué sur ces résultats, notamment donc, la période d'amplitude thermique qui a été très marquée. Donc aujourd'hui, on ne fait pas de préconisation pour la culture du lin fibre par rapport à ce produit-là. Et il faut bien sûr qu'on reconduise les essais au cours des 2 prochaines années pour pouvoir obtenir de nouvelles références et affiner nos préconisations par rapport à ce produit. Voilà. Si on poursuit donc maintenant en faisant un point sur le désherbage mécanique. Donc en fait, depuis la campagne 2018, donc on a mis en place des expérimentations pour pouvoir travailler le sujet, notamment donc, du désherbage des linières par les outils mécaniques. Et donc on vous propose aujourd'hui de vous faire une première restitution de ces résultats. Donc on a en fait regroupé 3 suivis de parcelles et 2 essais de désherbage mécanique. Donc, au niveau des suivis de parcelles, c'était des parcelles qui étaient, pour lesquelles le producteur avait prévu de passer et de désherber avec des outils mécaniques. Et donc, on a fait des comptages de lin et d'adventices avant et après chacune des interventions mécaniques. Et au niveau de nos essais de désherbage mécanique, on a comparé des stratégies tout chimiques par rapport à des stratégies mixtes et des stratégies 100% mécaniques. Donc là, vous retrouvez un premier graphique qui permet en fait de pouvoir représenter le taux de destruction des adventices par les différentes modalités qui ont été mises en œuvre. Donc, plus on se rapproche des 100% et plus la gestion de l'adventice a été forte. Et en revanche, plus on se rapproche du 0% et moins en fait les modalités qui ont été mises en œuvre ont permis de gérer les adventices présentes. Donc, vous avez sur la gauche les différentes modalités qui ont été mises en œuvre dans les essais. Donc, on voit qu'on a des stratégies en tout chimique, de la pré-de-vaisselle ou de la prélevée plus du rattrapage mécanique. Et puis, donc, vous retrouvez des stratégies qui combinent du chimique avec du mécanique et des stratégies où on a testé du mécanique à 100%. Les points de couleur représentent les adventices qui étaient présentes dans les parcelles au moment des comptages. Et donc, ce qu'on peut voir dans un premier temps, quand on fait des filets d'animation, c'est qu'effectivement, on a des adventices tels que la mercuriale annuelle ou le sénesson commun pour lesquels, dans les essais, on a pu constater que ce soit les modalités en tout chimique ou en mécanique, on obtenait des taux de destruction d'adventices qui étaient très intéressants, équivalents à 100%. Mais que par contre, en revanche, il y a d'autres adventices, type par exemple le chien-dent, la morelle noire, la renouée liseron ou la véronique de Perse, pour lesquelles en fait les stratégies mécaniques qui ont été mises en œuvre étaient pour l'instant pas encore tout à fait satisfaisantes pour pouvoir gérer les populations d'adventices présentes dans les parcelles. Alors, on vous a également représenté donc le même graphique, sauf que cette fois-ci, donc les points correspondent au site où ont eu lieu les suivis de parcelles et les essais mécaniques.
Donc là, aujourd'hui, on en a 5 qui nous ont permis de pouvoir faire cette première synthèse. L'objectif, bien évidemment, hein, c'est de continuer à investir nos efforts sur cette thématique pour pouvoir acquérir de nouvelles références au niveau des différentes modalités qui peuvent être mises en œuvre par rapport à la RC-Tri, la houe rotative ou la bineuse, et pouvoir vous présenter une synthèse consolidée avec des préconisations affinées lors des prochains points qu'on pourra avoir ensemble. On a également fait un point donc, par rapport à la sélectivité. Donc, on vous a effectivement donc, représenté sous forme d'histogramme la sélectivité liée au passage soit des stratégies chimiques, mixtes ou mécaniques. Donc, la sélectivité, pour rappel, donc, correspond en fait aux comptages qui ont pu être faits avant les interventions, qu'elles soient de nature chimique ou mécanique. Et donc, les comptages finaux, et donc on a rapporté en fait par rapport au comptage initial les comptages de peuplement finaux qui avaient été réalisés. Et donc cela, ça vous donne la sélectivité. Donc on a des résultats qui sont très encourageants, puisque quand on regarde, quand on fait passer les animations, on se rend compte que des stratégies telles que par exemple la bineuse seule, donc un passage de bineuse, ou bien un passage de RC-Tri, ou encore 3 passages de houe rotative dans les essais qui ont pu être mis en œuvre, ou dans les suites partielles qui ont été réalisées, eh bien, ont une sélectivité qui est relativement proche des stratégies en tout chimique. A contrario, effectivement, on voit qu'on a encore certaines modalités, comme les 2 passages de houe rotative et le passage de houe rotative avec un rattrapage en RC-Tri, où là, on a des résultats qui sont un peu moins satisfaisants. Alors, il faut bien avoir en tête que ces résultats de sélectivité, ils ne sont pas du tout liés au type de l'outil en tant que tel. C'est lié en fait au réglage de l'outil qui a été mis en œuvre au moment en fait de la réalisation d'intervention. Et donc, cela nous encourage également à pouvoir poursuivre nos travaux sur la thématique pour pouvoir affiner les réglages et donc pouvoir consolider nos préconisations par rapport au passage des outils. Et puis, donc, on voulait également refaire un point par rapport à l'impact de différentes stratégies mécaniques mises en œuvre sur les rendements de la culture du lin fibre. Donc là, en fait, sur les 5 suivis de parcelles ou essais qui ont pu être mis en œuvre depuis 2018, on a un essai pour lesquels des données de rendement sont exploitables aujourd'hui. Donc, c'est l'essai du Nord qui a été réalisé en 2018. Et donc, quand on comparait en fait les rendements soit de ruinon battu sur le graphique de gauche, soit les rendements intégrés sur le graphique de droite, par rapport au rendement obtenu avec une stratégie chimique. Donc, on voyait qu'il ne semblait pas y avoir d'impact du passage de la RC-Tri ou de la houe rotative sur les rendements finaux qui pouvaient être obtenus dans l'essai. Bon, il faut quand même bien avoir en tête que 2018, c'était une année où on avait des semis qui avaient été réalisés tardivement dans de très bonnes conditions, qui avait favorisé une levée rapide et homogène du lin. Donc, on était parti sur des peuplements de lin initiaux qui étaient très élevés et qui peuvent aussi, qui sont à prendre en compte, en tout cas, dans les résultats de rendement qu'on peut avoir a posteriori à l'issue de la campagne. Voilà, et puis donc évidemment, bien avoir en tête que l'efficacité des outils mécaniques va aussi varier en fonction du stade des adventices. Plus on intervient sur des adventices jeunes, meilleure sera l'efficacité. Va varier aussi effectivement en fonction du type de sol. On sait que sur des sols battants, le passage des outils mécaniques aura moins d'efficacité, ou en tout cas donnera des résultats un peu moins satisfaisants que sur des sols sains. Et également l'humidité effectivement du sol au moment du passage. On sait que les outils mécaniques sont d'autant plus efficaces quand on a des conditions plutôt sèches. Voilà. Merci Cynthia. Okay. Donc effectivement, le dernier sujet abordé, lutte contre les maladies. Donc une fois n'est pas coutume, la maladie dominante cette année était l'oïdium. Donc maladie, c'est la maladie principale de la culture en végétation dans la mesure où on la rencontre chaque année. On n'a pas vu de symptômes de septoriose, on n'en voit pas dans les essais depuis 2016. Donc la pression a été plutôt tardive cette année, de manière générale, comme on peut le voir sur ce graphique ici, donc qui a été réalisé grâce aux données du BSV interrégional, Hauts-de-France, Normandie. Donc on voit que les symptômes sont arrivés plutôt autour des boutons fleuraux et des buffleaux, et dans nos 2 essais, donc on a 2 essais qui ont été retenus cette année pour notre synthèse en 2020, donc un essai dans l'Eure et un essai sur les Ibuleux dans la Somme.
Et on voit que les symptômes sont apparus assez tardivement également. Donc, ce qu'on a vu dans les essais correspondait assez bien à ce qui se passait réellement en pleine. Donc, quel a été du coup l'effet des différentes stratégies sur la maladie? Donc, tout d'abord, plusieurs stratégies ont été testées, hein, donc des stratégies que je qualifie de référence, donc avec des doubles applications de Joao, par exemple, donc le prothioconazole à 0,3 litres hectare, des nisodium appliqués en T1, donc quand je parle de T1, je parle du stade 30-40 cm, même si cette année, les stades ne correspondaient pas forcément à la réalité. On a des lins, malheureusement, qui fleurissaient déjà à ce stade-là, mais de manière générale, le T1, on positionne à 30-40 cm et c'est là où on voit les premiers symptômes, on peut voir les premiers symptômes d'oïdium apparaître. Donc et on a axé pas mal les différentes stratégies avec des produits type héliosoufre, donc qui est codé ici BL1702. Donc je vous l'ai décodé ici parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on le travaille et d'autant plus que cette année il a bénéficié d'une dérogation 120 jours, donc d'une AMM dérogatoire pour pouvoir l'utiliser sur la culture du lin, et ce qui sera certainement encore le cas. En tout cas, le dossier sera déposé très bientôt auprès de la DGL pour pouvoir l'utiliser la prochaine campagne. Donc des stratégies à 3 passages d'héliosoufre, une stratégie à 2 passages et ensuite des associations, des relais en positionnement, donc du soufre avec du Joao, du nisodium, donc Joao, du soufre en T1 et nisodium en traitement intermédiaire pour évaluer les persistances. Bon, bref, on a fait plusieurs types de mélanges et qu'on a positionné à différentes dates. Bon, on voit en termes d'intensité de la maladie présente dans les essais au moment de la floraison. Donc l'intensité, hein, c'est une note de 0,10. Donc plus la note est élevée, plus il y a de symptômes d'oïdium dans la parcelle. On voit que le témoin non traité donc, avait une note de 8 en général à ce stade. Et ici, vous avez les notations qui ont été réalisées sur toutes les différentes modalités. Donc ce qu'on retiendra, c'est qu'on a un bon comportement des différentes stratégies de référence et des stratégies qui sont à base du produit héliosoufre. Ça fait même partie pour les héliosoufres en 3 passages, par exemple, des meilleures stratégies en termes d'efficacité visuelle, en tout cas sur les micro-parcelles. Alors, en termes de rendement, donc ici, je vous ai repositionné donc, les mêmes modalités qui ont été testées dans les essais et je vous ai fait la synthèse donc, des 2 essais. Donc, statistiquement, le classement n'est pas forcément statistiquement significatif. Par contre, ce qu'on voit, c'est que toutes les modalités ont eu un effet bénéfique sur le rendement par rapport aux témoins non traités et avec des stratégies qui ont, par exemple, le triple passage d'héliosoufre qui ont un impact un peu plus important sur le rendement, ainsi qu'une association héliosoufre-nisodium en 2 passages qui permettent d'atteindre des rendements supérieurs. Mais bon, vous voyez l'écart entre les différentes stratégies, statistiquement, ça ne ressort pas dans aucun des 2 essais et donc dans le regroupement non plus. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que cette année, malgré une pression tardive, donc aux alentours de boutons floraux, on a tout de même un écart, un delta de 5 quintaux entre le témoin non traité et la meilleure modalité. Donc on a quand même 5 quintaux d'écart entre la meilleure modalité et le témoin non traité, donc 5 quintaux de l'intayé. Donc je me concentre, hein, j'ai oublié de le dire, mais je me concentre uniquement sur le l'intayé pour les résultats de ces fongicides, au vu du temps qui nous est donné. Donc, cet écart entre le témoin non traité et la meilleure modalité, on l'a observé du fait des faibles références qu'on pouvait avoir cette année sur une synthèse pluriannuelle de 28 essais, donc depuis 2014 jusqu'à 2020.
Donc, on a repositionné ici les rendements en lien taillé de toutes les modalités qu'on a pu tester. Donc, ça représente 227 modalités, il me semble, par rapport au rendement en lien taillé qui était dans chacune des situations. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans 85% des situations, donc 85% des modalités qui ont été étudiées, ont été bénéfiques sur le rendement en lien taillé. Et si on regarde ces situations qui se situent justement en dessous, bah, ça correspondait à des situations où les programmes n'ont pas permis d'aller maximiser le rendement, donc soit par un manque d'efficacité, soit des applications qui étaient trop tardives lorsque la pression était un peu plus forte. Et dans des plus rares cas, je pense notamment en 2017, à des interventions qui ont pu engendrer des phytotoxicités en conditions sèches. Je pense à des interventions, par exemple, de prothioconazole qui ont pu être réalisées et qui ont pu pénaliser la croissance des plantes et donc impacter négativement le rendement. Alors, sur ce graphique ici, je vous ai représenté pour chaque situation, donc dans les 28 essais, donc toujours sur la base 2014-2020, les programmes qui ont permis d'aller chercher le maximum de rendement. Donc, le coût du programme qui a permis d'aller chercher le maximum de rendement. Donc, ce qu'on voit ici, dans 65% des situations, on a un programme qui coûte entre 30 et 50 euros, 30 et 45 euros même, qui permettent de lutter efficacement contre l'oïdium. Je dis contre l'oïdium parce que dans ces situations où ce sont des programmes plus chers, plus coûteux, plus onéreux qui ont permis d'aller chercher le maximum de rendement, ce sont des situations un peu particulières où on avait la présence de Septorios, par exemple, où dans ces cas-là, il fallait associer du score en plus des doubles applications de Joao, donc ce qui augmente considérablement le coût du programme. Et dans les autres situations, bah, c'est pareil, soit des pressions Septorios ou soit des pressions oïdium plus précoces et plus fortes, qui nécessitaient des programmes un peu plus costauds pour atteindre le rendement maximum dans les essais. Donc, si on regarde le gain net de ces modalités à différents prix du 1, si on s'intéresse, finalement, mes meilleures modalités dans les essais, ils m'ont permis de gagner d'avoir un gain en gain taillé plus important, avec un certain coût dépensé, mais est-ce que si je retire le coût du programme et en fonction du prix du lin, finalement, est-ce que j'ai gagné quelque chose? On voit que même avec un lin qui est à un prix, par exemple, d'1,50 €, donc ce sont ici les triangles rouges, toutes les situations, dans les 28 situations, les programmes ont permis d'avoir un gain net positif. Et forcément, même plus j'augmente le prix, plus le gain est élevé. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le prix du lin, ce n'est pas le prix du lin qui va influencer la décision de protéger la culture contre la maladie ou non. C'est-à-dire que même si j'ai un lin à 1,50 € et qu'il y a de l'oïdium, il faut le protéger pour maximiser le gain de rentabilité. Donc, quelques exemples de programmes issus de tous ces essais que j'ai résumés ici sous un tableau. Donc, en fonction du niveau de pression, le stade d'intervention, donc dès les premières étoiles. Donc, j'ai mis stade indicatif parce qu'on a vu cette année que si on se fiait que au stade, on pouvait se faire avoir en positionnant des traitements un peu trop tardivement. Je pense notamment aux efficacités du nisodium, par exemple, qui a une très bonne efficacité à condition de positionner vraiment des stades précoces et vraiment aux toutes premières étoiles d'oïdium. C'est là qu'on va maximiser son efficacité. Des positionnements à des stades intermédiaires et des positionnements plus tardifs au moment du début de la floraison.
Donc lorsqu'on a une forte pression, donc même on peut mettre dans le même groupe ici les pressions moyennes à fortes, on a vu que les 3 passages d'héliosoufre, hein, depuis 3-4 ans maintenant qu'on le travaille, on voit que même dans les années à forte pression, les 3 passages, c'est une modalité qui était très satisfaisante. En tout cas sur l'oïdium, on n'a pas de référence sur d'autres maladies style septoriose. Et en cas de forte pression, les 3 passages sont nécessaires. En 2 passages, l'efficacité n'est pas suffisante. Donc le double passage de Joao, très classique, sauf que, vous voyez, j'ai mis une petite étoile rouge ici, c'est éviter le Joao à des stades précoces lorsque la culture est en stress, comme par exemple en 2017, donc lorsqu'on a une faible croissance, un stress hydrique et ou thermique, là le prothioconazole à des stades aussi précoces, on peut vraiment bloquer le développement de la culture. Ensuite, le nisodium relayé avec le Joao, héliosoufre Joao, ça c'est des modalités quasiment équivalentes. Et ensuite, en cas de pression un peu plus faible, un peu plus tardive, on peut se permettre de passer avec l'association de 2 produits un peu plus tardivement. Donc on va chercher un peu de la persistance d'action en associant les 2 produits, donc nisodium avec l'héliosoufre ou nisodium avec le Joao. Et en cas de pression très faible, un nisodium aux premières étoiles peut suffire. Donc, vous voyez la petite réserve que j'ai mis ici sur l'héliosoufre dans les préconisations, c'est sous réserve bien sûr de l'obtention de l'AMM dérogatoire en 2021. Donc en situation de risque septoriose, par exemple comme en 2016, on l'a vu sur les graphiques précédents, donc une intervention avec une spécialité à base de diphénoconazole est primordiale pour lutter efficacement contre la septoriose. Donc souvent c'est des interventions qui se font à des stades plus précoces. Donc j'insiste un peu sur les interventions aux toutes premières étoiles, puisque je vous ai mis ici donc la nuisibilité de la maladie en fonction du stade d'apparition de la maladie. Donc vous avez la nuisibilité en Linteyé, en ordonnée, et les stades du lin en abscisse. Et on voit clairement que plus la maladie apparaît tôt dans le cycle de végétation, plus la nuisibilité est importante. D'où l'importance d'observer ces parcelles dès les premiers stades de végétation. Donc c'est une base de 24 essais hein, de 2014-2020. J'ai retiré les essais à forte pression septoriose en 2016, hein, ou ceux où il nous manquait les informations. Donc c'est vraiment les situations avec développement d'oïdium. Donc, quels sont les leviers possibles pour lutter contre les maladies? Donc, on a regardé en 2018-2019, on avait mis en place des essais sur l'impact de la date de SMI, sur l'oïdium. Et on avait vu qu'il n'y avait pas forcément de corrélation entre la pression oïdium et la date de SMI, mais c'était plus lié aux conditions météo. Donc sur les graphiques, on avait 2 variétés, 2 dates de SMI, donc un essai dans le nord, un essai de l'heure, et on voit qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre la pression oïdium et la date de SMI. Donc c'est pas en décalant notre date de SMI qu'on va limiter la pression oïdium, mais c'est plus les conditions météo qui vont faire que la pression sera présente ou non. D'autant plus que si on regarde les rendements obtenus suivant la date de SMI, on mettait en évidence que dans les 2 cas, la date de SMI plus tardive avait un rendement qui était inférieur à la première date de SMI. Donc on l'expliquait par la durée du cycle qui était raccourcie par rapport à la première date de SMI. C'était d'autant plus vrai en 2018 qu'on avait semé la deuxième date de SMI début mai par rapport aux premières dates de SMI qui étaient fin avril par exemple. Donc l'évaluation des stratégies fongicides avec une variété tolérante.
Donc là, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Donc, on a regardé l'impact des stratégies de différentes stratégies fongicides. Donc, soit un seul passage, soit deux passages, ou soit une modalité pilotage, en regardant par rapport à un témoin non traité, donc d'une variété tolérante. Hein. On a pris Bolshoi, c'est la seule aujourd'hui qui est commercialisée à grande échelle. D'autres arrivent sur le marché. Et on voyait que avec un passage de fongicide en T1, ça permettait de limiter quelque peu la pression, mais c'était vraiment la multiplication de passages de fongicides qui permettait de réellement diminuer la pression. Néanmoins, sur le rendement, on n'avait pas vu d'impact, donc ce qui signifie que même en diminuant la pression oïdium avec un seul fongicide, on permettait de garder un rendement optimal. Donc, pour conclure sur les leviers, donc premier point avec un décalage, donc je viens de le dire, de la date de semis ne permet pas forcément de diminuer la pression. Dans certains cas même, la maladie peut arriver plus tôt dans le cycle de végétation, puisque comme on sème plus tard, si la maladie arrive à une certaine date, on peut arriver à des stades plus précoces de la culture. Une date de semis trop tardive peut impacter négativement le rendement, puisqu'on raccourcit le cycle de végétation. Et l'utilisation d'une variété tolérante peut permettre de diminuer le nombre d'applications. Donc, on peut passer d'une stratégie à deux passages à une stratégie à un seul passage sans forcément impacter le rendement, même si visuellement, sur les notations de la maladie en végétation, on n'avait pas d'impact, on avait un impact un peu moindre. Désolé, j'ai peut-être été un petit peu vite sur la fin. Non, c'est donc je vais vous proposer une petite conclusion. Donc vous avez déjà dans les éléments complémentaires par rapport à ce webinaire, vous pourrez avoir accès à des informations complémentaires via le document Choisir et décider, qui sera édité à partir du mois de février prochain, donc dans lequel vous retrouverez les résultats qu'on a pu présenter là, mais aussi des éléments de préconisation. Pour la partie désherbage notamment, j'ai pu constater il y a eu plusieurs questions autour des spectres d'efficacité des produits qui ont été posés. Alors, on n'a pas forcément, on va dire, la possibilité de présenter tous les spectres comme ça dans ce format-là. Je vous incite il y a un petit document qui s'appelle là le guide de culture de poche, dans lequel vous allez retrouver tous les spectres des produits qui sont homologués sur l'un. Donc voilà, c'est un document qui est accessible sur on va dire les éditions Arvalis, qui a été largement distribué par les tailleurs auprès des producteurs. Donc je vous invite à y faire référence pour retrouver les informations concernant le spectre d'efficacité des produits. Vous avez aussi d'autres choses sur les variétés, sur la conduite de culture. Donc aussi vous évoquez donc la possibilité de répondre pour les questions qui n'auraient pas été abordées. Vous avez sur la diapo suivante les coordonnées des collègues qui sont intervenus, hein, Benoît Normand et Cynthia Torresillas. Donc je vous incite à envoyer des mails aux adresses, hein, toujours chez Arvalis, première lettre du prénom et point, ensuite le nom @arvalis, qui permet donc de poser les questions aux différents collègues. J'en profite aussi pour remercier les collègues qui ont participé à l'organisation de ces webinaires. Il y a une organisation qui était assez, vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais assez pointue à organiser à ce niveau-là, hein, donc avec des collègues comme Jocelyne Jean, qui est assistante avec Ardenville de la Campagne, qui a géré les inscriptions pour ce webinaire. À savoir qu'on a été près de 170 personnes au maximum pour cette deuxième intervention. Et puis aussi remercier, on ne l'a pas forcément fait non plus au cours d'intervention, mais tous les collègues techniciens qui sont intervenus, même cette année dans le contexte Covid un peu particulier, pour mettre en place des expérimentations et nous permettre d'avoir des références qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Donc un grand merci à eux, puis merci à vous pour
pour votre présence nombreuse à ces événements, à ces webinaires. J'ai remis dans la barre de chat le questionnaire de satisfaction. Voilà, on est sur un mode de présentation un peu nouveau, donc on est preneur de vos remarques concernant ces interventions. On vous les enverra par email aussi. Voilà, donc je le répète aussi, les interventions seront diffusées et mises en ligne sur la chaîne Arvalis TV, la chaîne YouTube Arvalis TV, sur laquelle vous pourrez retrouver les éléments de ces webinaires. Donc il est 15h30 et il me reste à vous remercier pour votre participation et à vous dire à bientôt, en espérant pouvoir refaire bientôt des événements en présentiel. Merci à vous.